Voici les thèmes de l'émission. Produits sucrés, charcuterie, trouvez-vous ridicule les nouvelles propositions de taxes? En ce moment, c'est le mot à la mode, taxes. Utilisées à peu près tous les jours avec des propositions plus ou moins surprenantes dans le cadre des discussions, vous savez, sur le budget 2025. Faut-il apprendre la sexualité à l'école? La nouvelle ministre de l'Éducation nationale s'est prononcée en faveur de la refonte du programme d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est mieux que l'apprendre à l'église, hein. Vous ne l'apprenez pas à l'église, hein? Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. À l'église ou ailleurs, à la synagogue ou dans les mosquées. Non, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas que l'église. Oui, on en reparlera. De prêtres pédophiles, c'est pas dans les synagogues. Ah, c'est ça, vous faites référence à ça. Mais oui, ah oui, bien sûr, pardon. Soyez réactifs. Pardon, j'étais encore un peu... Le public, lui, est en forme. Ouais, non mais malheureusement, vous n'avez pas tort, c'est horrible. Allez, absentéisme, usage de stupéfiants, vulgarité. Les députés salissent l'image de la France. On va revenir, je vous le disais, sur les dernières polémiques. On va parler de François Hollande, Sandrine Rousseau, je ne sais même pas. Je crois que la liste est trop longue et non exhaustive. Oui, suspect habituel, j'adore. J'adore. Allez, on va commencer, si vous le voulez bien, par ces taxes, bonbons, gâteaux, soda. Qui n'en consomme pas, évidemment? Depuis lundi, le budget du financement de la sécurité sociale est sur la table des députés à l'Assemblée nationale. La ministre de la Santé propose de surtaxer les produits sucrés transformés. On ne parle pas que des bonbons. Voilà, l'idée est assez double, hein, évidemment. Alors, on nous dit, oui, c'est pour la santé. C'est pour la santé, le bien commun de tous. On va vous taxer. Ça, c'est la première chose, mais c'est aussi... il y a un indice. Sur le bleu ou le rouge, il y a un indice. Mais oui, c'est également une mesure budgétaire, bien sûr. Vous savez qu'on cherche de l'argent partout. On vous dit on n'augmente pas les impôts, mais on cherche quand même de l'argent partout en ce moment. On va en parler juste après cette vidéo. Des sucreries aux saveurs variées. Un goûter déjà tout prêt. Leur point commun, ce sont des produits transformés contenant des sucres ajoutés. Prochainement, ils pourraient être taxés. Objectif, pousser les marques à proposer des recettes plus saines. Les industriels ont fait leurs calculs. Si cette taxe est votée, en rayon, en moyenne, la hausse sera de 18 centimes par produit. Par exemple, pour ce paquet de croissants, plus 25 centimes. Une augmentation des prix qui déplaît à certains clients. Alors, je suis allée faire les courses. Enfin, pas moi. Alex, vous allez faire les courses. Derrière. Voilà, ce petit panier qui parle à tout le monde. Voilà, bon, ça, les enfants adorent. Ah oui. Ça, bon, bah oui. Oui. Alors, ça, tout le monde la critique, mais enfin, tout le monde l'achète, hein, je vous le dis, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben ça, pour le goûter des enfants, ça vous parle, ça aussi? Formidable. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas. Un truc pour l'apéro. Est-ce que quelqu'un a de l'insuline sur lui? Ah, ça suffit. Parce que rien qu'à regarder, je sens mon... Il a un bon métabolisme, parce qu'on va vous le dire maintenant, c'est le goûter de Gilles Verdez. C'est le goûter... Oh, pauvre Gilles Verdez. Il a un bon métabolisme. Et ça? Ça doit être un des pires, je pense. Non, bon, attendez, muesli croustillant. C'est bon, non, ça? je pense que ça fait mal, bon ça fait raisin sec, banane, pomme. Ouais. Je sais pas, ça me paraît pas dingue, ça. Il n'y a pas des lettres dessus? Hein? Mangez-le. Ah, c'est D, ça. Moi, j'aime pas le muesli. Bref, allez, à la question produits sucrés, elle va s'afficher cette... Vous savez que vous pouvez réagir chez vous, on est en direct évidemment sur les réseaux. #PIA, produits sucrés, charcuterie, trouvez-vous ridicule les nouvelles propositions de texte? Attention. Moi, j'ai dit oui, bien sûr. Alors, Eric, expliquez-moi pourquoi ça ne vous choque pas de taxer des produits du quotidien des ménages français? Tout le monde sait, que certains produits sont mauvais pour la santé. Ceux qui les vendent le savent. Bon, la preuve, les lobbies industriels s'opposent, vous savez, au code couleur là, qui classe les aliments selon qu'ils sont plus ou moins sains, ou plutôt selon qu'ils sont plus ou moins malsains. C'est bien qu'on fasse ça en littérature. Oui. A, B, C, D, E. Ça, c'est pas mal. Faulkner, A. Ouais. Bernard Werber, E, ce serait fantastique. Voilà, ben, c'est bien. Moi, j'approuve les deux choix. Ceux qui les vendent et ceux qui les achètent aussi savent que ce n'est pas bon. Mais ceux qui les vendent veulent gagner de l'argent et ceux qui les achètent veulent des produits avec du goût. Bon. Mais tout le monde sait que ça va provoquer des tas de maladies. Ça provoque l'obésité, évidemment. Ça provoque de la dépendance au sucre, au sel, etc. Mais si vous en mangez tous les jours. Parce que c'est souvent le régime quotidien de certaines personnes. Bon. Donc, ça fait peser un poids énorme sur la sécurité sociale, etc. Et surtout sur la santé, ça provoque vraiment des tas de maladies. Donc non seulement je ne trouve pas ça ridicule, mais je trouve ça nécessaire de taxer ces produits, tout simplement parce qu'on a beau expliquer avec des arguments rationnels, on a beau faire de la pédagogie, ça ne change pas les habitudes. Ni les habitudes de ceux qui vendent. Vous voyez 2 €. C'est terrible, ça. Pardon? Oui, mais d'accord, mais 2 €. Et oui, mais c'est écoutez, 2 €, si vous vous retrouvez... Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un steak. Oui, combien ça va vous coûter de soigner les maladies que ça provoque?
Voilà. Vous voyez que ça va être 2 €. Et ça, ça, je sais que c'est très très mauvais pour la santé, mais il n'empêche. Mais non, mais je sais bien. Tout ce que vous montrez, c'est très mauvais pour la santé. Oh. Combien ça va vous coûter de soigner les maladies? Même ça? Surtout ça. À l'huile de palme. Que ça Oh. Combien ça va vous coûter de soigner les maladies que tout ça aura provoqué? Oui, d'accord, je comprends l'idée. Yann? Bien sûr, vous avez raison quand vous dites que cette taxe est réalisée pour que le déficit fiscal en France soit un peu moins important. Bien sûr. Mais justement, faisons d'une pierre deux coups. Si les taxes sont intelligentes, c'est fantastique. Vous avez d'un côté de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État et de l'autre, une santé des Français qui s'améliore. Parce qu'il faut bien savoir que, contrairement à ce qu'on imagine, et j'ai lu une enquête assez intéressante dans le Figaro sur le sujet, on mange très mal en France. Y compris, ça évidemment, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se contentent de produits bas de gamme parce qu'ils ne peuvent pas payer des choses, encore que il y a tout un débat là-dessus, est-ce que les produits frais sont moins chers, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce qu'il disait dans le Figaro, qui était très intéressant, c'était que même la grande cuisine française, au niveau diététique, est une aberration. Ce qui fait la fierté de notre pays, le fleuron, vous savez, les tocs et la grande restauration, même ça, c'est mauvais pour la santé. C'est-à-dire qu'en fait, il devrait y avoir on devrait tout réapprendre en France. Vous allez dans certains pays, comme la Corée, où il y a 3000 ans, c'est des diététiciens qui ont fait la cuisine. En fait, vous faites toute la journée et vous ne prenez pas un gramme. Or, en France, c'est l'inverse. Vous mangez un truc et vous prenez 10 kilos. C'est un problème de culture. Il faudrait que le logiciel diététique français soit revisité de A à Z. Donc, il commence par taxer des saloperies. C'est très bien, mais en fait, ces saloperies-là ne payent pas de mine. Mais en fait, dans les très grands restaurants, même si la qualité des produits est meilleure, les recettes font que de toute façon on se nourrit très mal. Et on est un des pays les moins bien nourris de l'OCDE. Oh. Et on est un pays par rapport à notre richesse et au PIB, on a un pays dont l'espérance de vie en Europe est un des plus faibles. À quoi est-ce dû? À la nourriture, à l'alimentation. Parce que vous savez qu'il y a 3 causes de cancer. La première, c'est la génétique, c'est pas de chance. La deuxième, c'est l'alimentation. Et la troisième cause, c'est l'entourage. Ah, c'est l'entourage, être bien entouré. Ah oui, être bien dans sa vie. Être bien entouré. Ouais, être bien entouré. On peut mourir d'un cancer des autres. Oui, non mais c'est vrai, non, mais je vois très bien l'idée. Oui. Vous savez, il y a un schéma, ce qui arrive aux États-Unis arrive en France avec un petit décalage de quelques années. Eh ben, la vague d'obésité est en train de frapper la France pour exactement les mêmes raisons. La surconsommation du musée des horreurs dont vous nous avez fait une sélection. C'est le même schéma. Alors, écoutez, on voit ça à l'œil nu, c'est le cas de le dire. Ah oui? Tu crois pas si bien? J'ai vu des photos de San Francisco en 1916. Ils sont tous maigres. Oui. Une photo de San Francisco en 2016, il n'y a que des obèses. Ouais. Non, mais je peux comprendre. Maintenant, moi, ce qui me dérange un petit peu, si je puis me permettre, dans cette affaire, c'est qu'on va taxer toujours les mêmes. C'est les budgets les plus serrés. Pardon, quand on a les moyens d'aller chez le boucher, de s'acheter un steak à 20 €, c'est super. Mais quand on n'a pas les moyens et que, on a ça pour le dîner, ça coûte 2 €, je suis d'accord. Mais c'est qui paye? C'est toujours les budgets les plus serrés, en fait, qui payent à la fin. Ça m'énerve. Les plus modestes sont condamnés à l'obésité. Non, c'est pas ça. Mais il y a un truc qui va pas. Eric, vous comprenez ce que je voulais dire. L'année dernière, la taxe de bonne foi, parce que c'est pas pour ça que vous m'avez engagé. L'année dernière, la taxe sur les sodas qui est déjà appliquée, ça c'est autre chose. Très bien. La taxe sur les sodas, elle a rapporté 450 millions d'euros à l'État. Regardez, d'euros, qu'est-ce qu'on a taxé? Voilà, c'est pas les ménages les plus aisés. Il n'y a rien d'utile là-dedans. Il n'y a rien d'utile. C'est des choses superfétatoires. Il n'y a rien qui permet de s'alimenter. C'est des trucs en plus. C'est des gadgets. C'est des gâteaux, d'accord. Non, mais c'est le cas de le dire. C'est comme le bon et le mauvais cholestérol. Il y a les bons impôts, les mauvais impôts. Je pense que c'est un bon impôt parce qu'il faut absolument lutter contre la malbouffe qui va devenir le plus grand fléau en France. Vous allez voir, l'obésité, les progrès vraiment d'année en année, c'est impressionnant. Regardez comment les gens doublent de volume. C'est vraiment très impressionnant. Alors que la France avait cette réputation. Il y avait même des guides aux États-Unis. Comment se fait-il que les Français soient si minces, etc. Je peux vous dire qu'ils sont au pilon, les guides, parce que c'est plus d'actualité. Et avec une activité sportive qui se réduit à peau de chagrin. Le député Modem, Richard Ramos, a expliqué justement avec virulence, et vous allez le voir, la différence, la corrélation entre la courbe d'obésité et la pauvreté. C'est ce que disait Eric tout à l'heure. Regardez. Évidemment. Que vous croyez que c'est normal que le Coca-Cola, ça coûte moins cher qu'un litre de lait? C'est pas normal. C'est pas normal. On va en crever. Je veux juste vous dire quelque chose. Ce qu'on mange en France, ça raconte l'histoire d'une civilisation. Autrefois, les riches, ils mangeaient de la viande, les pauvres, ils mangeaient des légumes. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, les bobos parisiens, ils bouffent des légumes et des graines, et les pauvres, ils bouffent de la mauvaise protéine. Et là où je ne suis pas, c'est que quand on mange plus sucré, plus salé, plus gras,
la courbe de la pauvreté, elle suit la courbe de l'obésité. Et la courbe de l'obésité, c'est quoi? C'est 10 ans de vie en moins. Quand il y a eu la Covid, c'est les pauvres qui ont crevé. Et donc, oui, il faut taxer quand c'est pas bon. Oui, il faut taxer quand on a du sel, du sucre et du gras. Parce que c'est les pauvres qui en crèvent. Voilà, bon. Mais il a entièrement raison. C'est un enjeu de civilisation. Je savais que ça allait vous faire Après, plaisir. ce qui m'a beaucoup ému, c'est qu'on aurait dit Jean-Pierre Coff. Oui, c'est ça. Jean-Pierre Coff dans ses mais c'est de la merde. Voilà. Ouais, Ce monsieur a un sens de la formule et du raccourci absolument exemplaire. Bon, en tout cas, ça Très allait bon dans le esprit de sens. synthèse. Très bon esprit de synthèse. Et vous, chez vous, qu'en pensez-vous? Je voulais savoir, si vous êtes d'accord avec toutes ces nouvelles taxes. Il va y avoir une taxe sur le nitrite, 10 centimes par kilo. C'est la taxe que propose le député, donc justement moderne, que vous venez de voir, Richard Ramos, sur les jambons, saucissons, lardons qui contiennent des nitrites, donc toute la charcuterie industrielle. Pour les consommateurs, les nitrites sont les conservateurs qu'on retrouve dans les listes d'ingrédients, voilà, sous les noms barbares, E249, E250, E251, voilà, toute la charcuterie industrielle. Une taxe sur les cigarettes électroniques est aussi envisagée. Ça, je trouve que c'est un peu, dégueulasse, parce qu'on dit, quand vous fumez, passez à la cigarette électronique, c'est meilleur pour la santé, on va quand même vous taxer sur la cigarette électronique. Est-ce que c'est bien juste, ça? J'en sais rien, je fume pas. J'ai jamais fumé une seule cigarette de ma vie. Voilà. Non, mais bon, on nous explique ça. Vous voyez ce que je veux dire? La taxe sur les chiens, on en a parlé aussi. Cette fameuse taxe sur les chiens. Et vous, chez vous, qu'en pensez-vous? Justement, on vous a posé la question. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, #Paya. Eh bien, vous dites, trouvez-vous ridicule les nouvelles propositions de taxes? Oui, à 83%. Mais non, mais parce que avant, il a raison, monsieur Ramos. Moi, je suis d'accord. Mais le lait qui est plus cher que le produit à bulles, un petit bonbon. Qui va manger peut-être. ça? Mais qui va manger ça? Non, le lait est moins Les cher que le enfants. coca. Le lait est moins cher que le coca, il disait. Oui, enfin, ça dépend de. Eric, bon appétit. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, moi, je sais pas, mais je suis sûre que si ça passe dans le public, ce sera Non, mangé. mais ça dépend à quelle question on répond. C'est Ouais. vrai que ça correspond à une augmentation des prix. Comme les gens sont fauchés, évidemment, ils sont contre l'augmentation des prix. Mais au fond, c'est pour leur bien. C'est ces gens-là, Tout le monde n'a pas le temps de faire des gâteaux, tout le monde n'a pas le temps de... Voilà, moi je trouve qu'il faut un peu d'empathie quand même. Parce qu'il y a On quand peut même... améliorer la situation ou pas, c'est ça. Moi, je pense. Il y a un phénomène qui est assez cynique et pervers. C'est-à-dire que les gens qui se droguent ou qui boivent ou qui fument savent que c'est mauvais pour la santé. Là, il y a quand même une sorte d'illusion d'optique où c'est pas... Si vous faites un sondage et vous demandez aux gens s'ils savent exactement ce qu'ils mangent, la vérité est que non, ils ne le savent pas. Ils font quand même, je ne vais pas dire aveuglément, mais grosso modo, ils font confiance aux enseignes dans lesquelles ils achètent les produits, et c'est là que les taux se referment sur eux. Il y a un cynisme des fabricants, et ils empoisonnent les pauvres, pour le dire violemment. Et les pauvres, c'est un mot horrible, mais ça existe en France. Les pauvres, ça existe, se laissent 10 millions, même. tacitement empoisonner, en disant, bon, ça ne peut pas faire tant de mal que ça, parce que aussi dans les milieux défavorisés, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe au niveau de la diététique. On ne sait pas forcément qu'il y a un lien entre le cancer et des pépitos. J'ai pas le droit de dire pépito, Cher Yann, si je suis votre logique, je suis d'accord avec vous, ça me fait penser au film de Louis de Funès, Les Loups la cuisse. Vous voyez, un peu, c'était des précurseurs. Exactement. Dans ces cas-là, au lieu d'aller taxer ceux qui les achètent, pourquoi on ne taxe pas les industries qui produisent des produits de mauvaise qualité? Très bonne question. Taxez-les eux plutôt qu'à taxer les gens qui sont bien contents de trouver de la charcuterie à 2 €. Non, mais c'est vrai. Non, mais je le pense, je ne suis pas démagogue. Eux, ils ont les moyens de payer. Taxez-les eux. Non, Voilà. mais pourquoi pas? Simplement, je crois qu'il faut protéger les plus faibles. Mais je suis d'accord pour protéger les plus faibles. Aller chercher l'argent là où il est. Voilà. Et je suis d'accord, mais bon, une fois de temps en temps, mince. Les enfants, ils adorent les bonbons. Oui, mais il y a beaucoup de gens, c'est tous les jours. Mais c'est vrai, on ne peut plus rien manger en France. Non, mais pourtant. Une fois de temps en temps, votre raisonnement ne marche pas parce que c'est tellement bien fait, ces choses-là, qu'il y a une accoutumance qui se crée. Oui. Mais oui, bien sûr, c'est addictif. C'est prévu pour. Le raisonnement de Pascal, c'est on ne peut pas manger de la merde en France. Vraiment, c'est mais fasciste. non, mais c'est pas ça. Je dis taxer ceux qui la produisent, la merde. En fait, on achète des choses de meilleure qualité. En achetant ces trucs-là, on achète de l'accoutumance. On n'achète pas des produits, je suis d'accord, mais c'est pas évident on achète pour les tout le monde. produits. Ouais. C'est comme, vous savez, les images subliminales. En fait, là, il y a des goûts subliminaux et qui donnent envie de s'y remettre. Bon, c'est allez. D, quand même, c'est D. Oui, c'est une fois de temps en temps. Mais je suis d'accord. C'est la note qu'on avait en discipline avec Eric. C'est L2. Et encore les bonnes semaines. Allez, il est 18h10, autre sujet. Faut-il apprendre la sexualité à l'école? Alors, j'étais un peu surprise par cette question, mais c'est vrai, c'est une très bonne question. Lors de son audition au Sénat, c'était la semaine dernière, la ministre de l'Éducation annonçait que le nouveau programme d'éducation à la vie affective. Éducation à la vie affective, relationnelle à l'école, et sexuelle. À l'école, on apprend qu'il y a un accent aigu sur le d'école.
Mais c'est parce qu'ils sont pas allés à l'école. Voilà. Non, je rigole. Ça tombe, c'est Qui a quand même fait dommage, la ça faute tombe sur le mot d'orthographe école. Voilà, Non, je l'aurais pas signalé, mais ça tombe. Ah, merci. Ah bah voilà, ça va mieux, voilà. Dommage, Tout va bien. Ça arrive à tout le monde. Une petite faute d'inattention. Alors attendez, annoncez que le nouveau programme d'éducation à la vie affective, une faute d'attention, pas relationnelle- d'inattention. Ouais. Une faute d'inattention, ça veut rien dire. Une faute d'attention. Oui, d'attention, vous avez raison. Une faute Et d'inattention, sexuelle c'est une absence de faute d'attention. Ouais. C'est important, je crois que c'est important. Un petit bonbon peut-être, non? Non, j'en ai trop pris, c'est pour ça, justement. C'est ça. Si on suit à l'avis du monde éducatif, il était temps que ce nouveau programme arrive. Très bien. Alors, faut-il apprendre la sexualité à l'école? Écoutez, on en parle juste après cette vidéo. Maternelle au lycée, comment bien encadrer les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? Oui, le Conseil économique, social et environnemental l'a rappelé en septembre. Moins de 15% des élèves bénéficient de cet enseignement. Ça se déroule souvent uniquement en SVT. Les profs manquent d'outils sur lesquels s'appuyer. C'est très compliqué pour les professionnels de partir sur ces sujets-là sans avoir un cadre. Les repères des jeunes sont complètement diffus et il n'y a plus de règles. On voit dans les cours de récréation des propos qui sont tenus violents. Tout ça, c'est la pornographie, c'est les réseaux sociaux. Il faut absolument qu'ils aient des repères. Il faut qu'ils aient des repères, d'où cette question, et vous pouvez évidemment réagir chez vous, #PEIA, votre avis compte, et c'est très important. Faut-il apprendre la sexualité à l'école? Nous avons voté, et... Et vous dans le public, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai répondu oui, je suis la seule en bleu, j'ai répondu oui, mais bon, j'ai beaucoup de réserves. Ah. Mais oui, non mais j'ai des réserves parce que je pense que c'est pas à l'école que ça doit se faire. C'est après l'école. Non mais Répondre non alors. non mais j'estime que tous les enfants ne sont pas accompagnés de la même façon. Il y a des enfants qui sont accompagnés avec des parents qui peuvent comme ça, je placerai le dialoguer. débat. Et qu'est-ce que vous entendez par école? C'est CE2 ou fac? Non, mais l'école, le lycée au moins, tu vois. Non, mais collège, l'école, lycée. c'est quoi? C'est le lycée? C'est le Non, collège? non, c'est pas la le maternelle. CP, c'est la maternelle? C'est pas l'école primaire, c'est collège-lycée. Collège-lycée. Est-ce que vous croyez qu'au collège-lycée, les gens ont encore besoin d'apprendre la sexualité? Non, mais peut-être qu'ils l'ont À une époque où il y a des viols par des gamins de 11 ans et des tireurs à gages qui ont 14 ans, Non, mais vous croyez qu'on va leur apprendre que les enfants naissent pas dans les choux? Non, mais bien sûr. Mais en moi, je première. pense que les parents ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe derrière leurs enfants. On croit toujours que nos petits chérubins sont restés des chérubins. On se rend compte très tard que parfois ils ont découvert La plupart des enfants Ouais. aujourd'hui ont des vies sexuelles beaucoup plus débridées que celles de leurs parents. Ah, alors justement, on va en parler, mais c'est tout de suite sur C8, ne bougez pas. 18h21, merci d'être avec nous, on est en direct sur C8. Ah, plein de sujets passionnants, je peux vous dire, on continue d'en débattre pendant la pause, notamment Bien sûr, ça la s'arrête malbouffe, jamais. ça ne s'arrête jamais. On en était... Ah oui, la malbouffe, je fais juste une petite parenthèse, si vous voulez cuisiner des légumes frais et que c'est trop cher au marché, achetez-les surgelés. J'ai prouvé à Lionel qui aime voir, qui me dit oui, mais c'est trop cher, surgelés, moins de 2 €, vous avez des sachets entiers de légumes frais, voilà, et toutes les saveurs et les vitamines sont conservées à l'intérieur. Voilà. Hein, Il faut avoir un congèle. Il faut avoir un congèle. Ou alors, vous savez, le petit bac du oui, il faut avoir un congèle. Non, parce que comme ça, tu achètes directement, tu fais direct la soupe. Il n'y a pas besoin, tu vois, direct. Voilà, c'est moins cher. Tu m'as l'air soupe, toi, oui. Ouais. J'adore les soupes. Je vois très bien. J'adore les Chaque soupes. soir, en sortant de l'émission, sa petite soupe. Bah ouais, non mais attends, bon, c'est très bon les petites soupes, Oui, ça, oui, là, vous d'accord. savez pas, là, j'adore ça moi les soupes. Oui, De quoi étions-nous en train de parler? Oui, de sexualité, exactement, Moi, je suis. des enfants. Alors, oui, c'est vrai. Oui, la sexualité, faut-il apprendre la sexualité à l'école? On va remettre les couleurs. C'est vrai que bon, c'est un sujet qui fait débat. Bah oui. Vous dites Comme non, tous les sujets. Eric et Yann. Oui, mais là, oui, bien sûr, il y en a qui... Il y a des sujets qui vous tentent moins. Ah non, pas du tout. Non, moi j'aime bien les sujets en général ici, mais tout fait débat tout le temps Ah oui, dans la bien société. sûr. Bon, la sexualité à l'école. Alors bon, on va vous remontrer les propos de la ministre de l'Éducation à propos du nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. On apprend ça à l'école. Regardez, des explications. J'ai pris la peine et j'ai pris le temps qu'il fallait pour relire avec beaucoup d'attention le programme qui a été écrit. Je l'ai relu entièrement. Il est très complet. En effet, je me suis moi-même posé la question, avant même que vous me la posiez, de savoir comment on pouvait dispenser le contenu total de ce programme sur 3 heures par an. Ça n'est pas évident. Je sais qu'il y aura des ressources pour les enseignants pour pouvoir accompagner la diffusion de ce programme. J'ai soulevé le fait qu'il pourrait peut-être envisager de voir comment les élèves aussi peuvent se saisir de ce programme.
sachant que c'est un programme qui parfois peut susciter de la part des élèves une certaine réserve et que les questions peuvent venir après l'heure consacrée à cela. Elle n'est pas très à l'aise, la ministre, je peux vous le dire. Elle a insisté sur l'accompagnement, écoutez, des élèves à la compréhension des émotions. Un programme que je défendrai, que je crois important. Un élément, par exemple, m'a frappé dans ce programme, qui est l'éducation, l'accompagnement de nos élèves à la compréhension des émotions, de la lecture des émotions chez leurs camarades de classe ou chez les adultes et à la gestion de leurs propres émotions. J'espère bien que nos enseignants seront d'ailleurs, j'y verrai, formés à l'utilisation de ce programme. Et si je demande à ce qu'il soit publié, il passera en CSE le mois de décembre, je demande à ce qu'il soit publié le plus tôt possible pour que là aussi les enseignants aient le temps de s'en saisir pour être prêts à l'utiliser le plus tôt possible. Certains, s'ils sont prêts à le faire cette année, ils peuvent tout à fait. Mais en tout cas, en tout état de cause, au plus tard, à la rentrée 2025. On est saoulés, pardon, excusez-moi. Bon, On a failli s'endormir. Elle est très mal à l'aise, la ministre. Elle est extrêmement mal à l'aise. Que, Ma chère Éric, la ministre de l'Éducation nationale, Madame Genetet, n'avait, avant d'être nommée, aucune expérience dans le domaine de l'éducation, aucune connaissance. C'est-à-dire qu'on a mis dans un ministère qui, pour moi, est crucial, il n'y a pas de ministère plus important à mes yeux, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui est en train d'apprendre. La preuve, ce qu'elle nous raconte, elle était en train de lire la pauvre fiche que lui a fait un de ses collaborateurs, elle ne comprend même pas ce qu'elle raconte. Bon, première chose. Deuxièmement... On en a vu d'autres, des députés qui ne comprenaient rien à ce qu'on raconte. Oui, elle n'est pas la seule à ne pas comprendre ce qu'elle dit. Moi non plus, je n'ai pas compris. Oui, personne n'a compris. Après, elle est très mal à l'aise, pardon. Je vais être très clair. L'école est là pour apprendre aux enfants à lire, écrire et compter. Ce n'est pas le cas. En 6e, il y a à peu près la moitié des gamins qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Donc, tant que cela ne sera pas acquis, le reste sera secondaire et peut attendre. Le reste, j'entends par le reste, la sexualité, l'initiation à l'écologie, le monde merveilleux des drag queens, enfin, etc. Tout ça peut attendre à la porte. Ça n'a aucun rapport. Mais si, parce qu'il y a une question de priorité. Maintenant, on demande à l'école... Le monde merveilleux des drag queens. Non, mais si, mais il y a ça. On demande à l'école de tout apprendre aux gosses. Auparavant, ce qui était dévolu aux parents. Je suis d'accord. Donc là, il y a un problème. Quand la ministre dit « mais on veut apprendre aux enfants à la lecture des émotions de leurs camarades », non, on veut leur apprendre la lecture du b.a.-ba. Oui. C'est la lecture tout court, pas la lecture des émotions de leurs camarades. On n'en a rien à cirer. Qu'ils savent lire les émotions de leurs camarades, on s'en fout. On veut qu'ils apprennent à lire, écrire, compter, c'est-à-dire qu'ils deviennent des citoyens autonomes. Oui. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre langue natale, eh bien vous ne maîtrisez rien du tout de votre vie. Donc tout ça, c'est de la fumisterie. Oui. Yann. Vous imaginez, ma chère Pascale, qu'on ne peut déjà pas enseigner la laïcité dans les classes. Oui. C'est-à-dire que la laïcité, c'est passible de peine de mort par des gens que ça vexe. Qu'on parle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, ce sont des gros mots pour certains étudiants, plutôt élèves, et surtout pour leurs familles. Il y a des professeurs, lorsqu'ils enseignent la laïcité, qui se font décapiter en France. Vous imaginez si on commence à rentrer dans les méandres de la sexualité, qui est encore plus que la religion ou que quoi que ce soit est de l'ordre de l'intime, vous imaginez le nombre de gens qu'on est susceptible de froisser, vexer, abîmer, détruire. Là, c'est de la laïcité plus, puisque c'est de la laïcité intime. Ouais. Donc si les professeurs commencent à parler de laïcité, vous allez voir les chocs des civilisations et des religions s'envenimer plus, pour le coup. Et autre chose, ma chère Pascale, c'est que, et là je rejoins Éric, l'école nous aide à être des hommes et des femmes libres, avec un libre arbitre, être capable de faire des choix à l'extérieur. L'école, en fait, nous apprend à nous conduire en dehors de l'école. L'école est une béquille qui, un jour, nous dit « je ne serai plus là pour toi ». Et l'école a été inventée pour qu'un jour, elle ne serve plus à rien, pour qu'on se débarrasse d'elle, comme un tuteur. Si on apprend à manger, à se torcher, à se gratter, à l'école, surtout tout ça en même temps. Je veux dire, très honnêtement, ça c'est la première chose. Et deux, devenir un citoyen, devenir un homme, c'est quelque chose qui regarde la liberté de chacun une fois qu'il a été émancipé par l'enseignement, par la culture et l'éducation. Et dernière chose, ma chère Pascale, je sais que je suis un peu long, je m'en excuse, c'est que c'est la cerise sur le gâteau, faire des cours d'éducation sexuelle à des enfants, par exemple de 14 ans,
qui, depuis l'âge de 7 ans, regarde en boucle le soir du trash porn sur les réseaux, sur Internet, ça n'a aucun sens. Mais je crois que vous avez, ça n'a aucun sens. On est battu par Internet. Je serai bref, le domaine de l'école, c'est l'enseignement, l'éducation, c'est le domaine des parents. Les parents, je suis d'accord avec vous, c'est aux parents de faire l'éducation, c'est pas évident. Recentrons-nous sur l'essentiel, l'école au centre du village, et tout ira mieux. Oui, exactement. Et vous avez vu le résultat du sondage, on vous a posé la question, faut-il apprendre la sexualité à l'école? Non à 73%. On en est là, mais la ministre, elle n'est pas très à l'aise quand elle en parle. Je peux vous dire qu'elle n'était pas très à l'aise. Allez, il y a un sujet dont vous allez adorer parler. Ne bougez pas, on est en direct, il est 18h28, on est sur C8. Le monde merveilleux des drag queens. Ah oui, il nous a tués. En tout cas, vous n'avez pas remis. Oui, drag queen à l'école. Dans les classes de maternelle. Là. Non, ça, non, on n'a pas encore vu ça. Non. Absentéisme, usage de stupéfiants, vulgarité, les députés salissent-ils l'image de la France? Je peux vous dire que là, on a un nombre de vidéos, mais incalculable, malheureusement, j'ai envie de dire, mais malheureusement. De quoi parle-t-on? L'espace d'une semaine, on a entendu parler d'un député interpellé en flagrant délit d'achat de stupéfiants. Du bras d'honneur. Ah pardon, elle l'a amorcé le bras d'honneur. Sandrine Rousseau. Entamé. Exactement. J'ai failli le faire, je l'ai pas fait. C'est ça ou que ça? Je sais pas. Mais souvenez-vous, elle avait du karaté, ça. C'est ça. Sandrine Rousseau, elle avait taclé monsieur Éric Dupond-Moretti pour la même chose. Pour masculinité toxique. Exactement, bravo, exactement, j'adore. La question de ce débat est simple, des députés salissent-ils l'image de la France? D'abord, regardez cette vidéo, là, ça concerne François Hollande, alors pas pour la vulgarité, mais qui brille par son absentéisme dans les rangs de l'hémicycle. François Hollande, qui était présent cette semaine une fois, je crois, mardi, du moins visible mardi, mais François Hollande, depuis qu'il est réélu, a participé depuis la rentrée parlementaire, vous le voyez donc, à un seul vote depuis la rentrée parlementaire. Mathilde Panot, j'ai regardé, alors elle est présidente de commission, elle est présidente de groupe, pardonnez-moi, c'est 93. Donc je veux bien qu'on attaque aussi Mathilde Panot. Monsieur Hollande, qui a fait son grand retour dans la vie politique, qui fait son grand retour dans l'hémicycle, un vote. Et c'était la motion de censure. Le reste, pas de vote. Ça, c'est une histoire d'absentéisme, ça c'est vrai, effectivement. Mais il y a d'autres choses, Donc, question absentéisme, usage de stupéfiants, vulgarité. Les députés salissent-ils l'image de la France? Nous avons voté, attention. Moi, je dis oui, moi je trouve ça absolument scandaleux. Cher Yann, vous êtes... oui. Ah non, c'est vous, Eric, qui êtes d'accord avec moi. Vous ne pouvez pas? Je vais dire pourquoi. Ah oui, j'attends avec une impatience folle. On a des vidéos incroyables. Cher Eric. Non, mais moi, ça ne me fait pas rire, en fait. Parce que... Mais non, c'est pas drôle. Non, mais s'il y a un petit côté freak show, donc on peut trouver ça amusant, moi, ça ne me fait pas rire du tout. Évidemment, ce n'est pas le même ordre de gravité selon les cas. Bon, l'absentéisme, c'est scandaleux. Enfin, bon, je ne vais pas... Voilà. Le bras d'honneur entamé, bon, Madame Rousseau a compris que c'est comme ça, plus que par son intelligence, qu'elle ferait parler d'elle, donc elle tire sur la ficelle. Ce qui est quand même beaucoup plus grave, c'est l'affaire Andy Kerbrat, quand même. Exact. Pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants. D'achat de stupéfiants dans le métro auprès d'un mineur de 14 ans récidiviste. Horrible. 4 jours après avoir signé une pétition qui appelait à lutter contre les drogues de synthèse qu'il achetait à ce gamin. Il faut quand même pousser le raisonnement jusqu'au bout, parce que ses copains disent, vous comprenez, il est malade, il est sous addiction, ce qui est vrai, il faut qu'il se soigne, c'est vrai aussi. Mais il faut quand même pousser le raisonnement jusqu'au bout. En faisant cela, M. Kerbrat participe à un système criminel général. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafiquant. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne, même si la responsabilité n'est pas directe, mais il a une responsabilité indirecte, entre acheter de la drogue dans le métro et les faits divers tragiques qu'on a vus récemment avec un gamin de 5 ans qui a pris 2 balles perdues dans un règlement de compte entre dealers. Donc ce qu'il a fait est gravissime. Qu'il soit encore député, pour moi, est un scandale absolu. Il aurait dû être viré sur le champ. Et que ses petits copains le défendent en jugeant qu'il n'y a pas vraiment de scandale, alors qu'il participe... qui participe à une entreprise criminelle monstrueuse, parce que c'est sur le point d'être hors de contrôle, le trafic de drogue en France, je trouve ça gravissime. Alors écoutez, pour rebondir justement sur cette affaire, écoutez ce que disait Sandrine Rousseau chez Apolline de Malherbe sur RMC. Le député a peut-être un devoir d'exemplarité, non? Il a un devoir d'exemplarité, absolument. Par ailleurs, il enfreint la loi. Il y a quand même aussi une question du rapport à la loi. Évidemment qu'il y a un problème avec ça, évidemment qu'il doit payer devant la justice, et il le fait. Encore une fois, je le dis, ces gens sont
sont malades de leur addiction. C'est une maladie, l'addiction. Il aurait un cancer, on n'aurait pas du tout le même regard. C'est une maladie, l'addiction. Il a fait une connerie, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il doit payer pour cela, il n'y a pas de doute là-dessus. Et tant qu'il n'est pas totalement soigné, peut-il continuer à rester député? Alors ça, je pense qu'il faut vraiment qu'il s'engage dans un parcours de soins. Là, par contre, pour moi, ce sera vraiment la ligne rouge très importante dans ma position. Il ne peut rester député que s'il rentre dans un parcours de soins, véritablement, oui. S'ils font un parcours de soins, tous les délinquants alors ne doivent pas répondre de leurs actes s'ils s'engagent à être dans un parcours de soins. Mais c'est délirant. À ce moment-là, les pervers sexuels, les violeurs, il n'y a qu'à dire, écoutez, qui s'engagent dans un parcours de soins, le viol, après tout, ils sont sous addiction et tout. Enfin, c'est ridicule, quoi. Et elle est députée. Vous voyez l'erreur de raisonnement au sens intellectuel du terme. Oui, les gens qui se droguent sont malades, très bien. Il y a quand même une grande différence, et ça c'est très malhonnête de sa part, quand on compare un cancer et quelqu'un qui est addict. Le cancer, je ne choisis pas de l'avoir. Je n'ai pas dit, tiens, allez, cancer de la rate, non, pancréas, c'est plus spectaculaire. À moins que je prenne un cancer des reins, j'hésite. Alors qu'il y a un choix de libre arbitre quand on se drogue, quand on fume ou qu'on boit. Il n'y a pas de choix de libre arbitre quand on a un cancer. Donc c'est vraiment... C'est même pas démagogique, c'est-à-dire que c'est une erreur de raisonnement flagrante et vraiment dommageable. Écoutez, juste cette explication à ce sujet. La semaine dernière, c'est la sénatrice écolo Mélanie Vogel qui était sur le plateau de BFM TV. Elle a évoqué le sujet de la drogue au sein du milieu politique. Mais vous allez adorer la réponse. On va faire chez tous les ministres, leur cabinet, tous les parlementaires, tous les sénateurs, tous les députés, tous les maires, etc., des tests sanguins pour savoir s'ils sont positifs. Ah, mais je veux bien. Mais je peux vous dire que Bruno Retailleau va certainement découvrir que la consommation de drogue, dans son gouvernement, il y en a aussi. Et moi, je constate... Vous avez des informations? Mais c'est... Comme disait monsieur... Là, vous portez des accusations très graves. Vous dites que dans le gouvernement de Barnier, il y a des gens qui consomment de la drogue. Je dis juste que les politiques ne sont pas extérieurs à la société. Voilà, ne sont pas extérieurs à la société. Ça veut dire qu'il y en a plein d'autres. À mon avis, Pascal, je n'ai pas encore pris la parole vraiment. Oui, je vous en prie, Chérial. Elle a raison. C'est-à-dire que... pourquoi est-ce que j'ai dit que les députés ne salissent pas l'image de la France? Parce que on peut le regretter, mais les députés ressemblent comme jamais à la France. Et peut-être que d'ailleurs, les députés ont toujours ressemblé à la France. Dans les années 80-90, si les députés avaient l'air plus polissés, c'est parce que la France elle-même était plus polissée. S'ils avaient l'air plus cultivés et plus raffinés, c'est parce que les gens eux-mêmes étaient plus cultivés et plus raffinés. Et je crois qu'ils sont là à l'image exacte des gens qu'ils représentent. C'est facile de taper sur les députés de journée, mais en fait, ils ressemblent de plus en plus, et je suis vraiment navré de le dire, à ce que ressemblent aux Français tels qu'ils sont eux-mêmes. Les Français n'aiment pas forcément se regarder dans la glace, c'est difficile. Il y a beaucoup de déni. Mais on constate que, et c'est désagréable ce que je vais dire, sans doute, que de moins en moins de Français lisent, de plus en plus de Français font des fautes d'orthographe, de plus en plus de Français se droguent. L'autre fois, je me suis amusé à regarder un JT de 1978, j'ai rien d'autre à faire. Eh bien, en 1978, il y a eu un sondage. Alors, il faut se méfier de ces sondages. 95% des jeunes Français en 78 n'avaient jamais touché à la drogue. Alors, comme c'est des sondages, on va dire, allez, peut-être 85%. Aujourd'hui, je pense que le chiffre est inverse. Je pense que 95% des jeunes Français ont touché à la drogue. Et donc, les députés, pour le pire et pas pour le meilleur, ressemblent aux Français qu'ils représentent. Enfin, il y a deux choses. Cette femme essaie de noyer la responsabilité personnelle d'Anti-Gerbra dans un comportement collectif, en disant c'est pas si grave puisqu'il y en a d'autres qui se droguent. D'ailleurs, on ne sait pas trop sur quoi elle se base. C'est quand même un peu curieux. Ensuite, moi, je ne suis pas un père Fouettard, je ne suis pas Saint-Just, mais si un député qui est pris en flagrant délit d'acheter de la drogue 4 jours après avoir signé une pétition contre cette même drogue, ce n'est pas un motif de démission, alors il faut arrêter. Non, mais tu as raison, je te rejoins à 100%. Tu remarqueras d'ailleurs, Éric et Pascal, vous remarquerez également qu'à chaque fois que quelqu'un s'engage de manière outrancière ou trop voyante dans une cause, bien souvent, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, comme par hasard, on découvre que cette cause, en fait, il y était concerné, mais comme acteur. Non. Mais quand les gens qui votent la loi sont les mêmes qui, 4 jours après la violent, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire un exemple. Il faut faire un exemple avec ce député. Ça ne va pas. Qu'il soit encore physiquement là est une insulte. C'est dingue. Et le message que ça envoie aux jeunes Français, pour le coup, est pitoyable. C'est catastrophique. Non, est-ce que vous vous souvenez aussi des révélations le mois dernier sur Christine Engrand? Pour rappel, on avait appris que cette députée RN du Pas-de-Calais aurait réglé avec sa carte bancaire d'élu des frais qui n'avaient rien à voir avec son travail à l'Assemblée. Ça, c'est encore autre chose. C'est, entre guillemets, une affaire de détournement de fonds. C'est autre chose, mais ça
complète le tableau catastrophique que les Français se font de la classe politique. Ça décrédibilise toute la classe politique. Quand vous faites des sondages, les politiques sont en queue de classement avec les journalistes, parmi les gens que les Français détestent le plus. Donc chacun, à sa manière, contribue à pourrir cette situation. Moi, je trouve que c'est gravissime. Et je trouve qu'on n'en fait pas assez autour de cette question. Quand un gamin sera chopé avec de la drogue, il dira c'est normal, monsieur l'agent, je vais être député plus tard. Voilà. Ouais, je vais être député plus tard. C'est horrible. Mais c'est vrai qu'il y a un devoir d'exemplarité. Ils sont pas fous, les gamins. Moi, je suis pas d'accord. Je suis désolée. Quand vous êtes député, vous êtes responsable, vous avez été élu, vous représentez les Français, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous vous tenez. Moi, je trouve qu'il y a un devoir d'exemplarité. Qu'est-ce que le policier ou le gendarme va pouvoir expliquer au gosse qui va lui répondre ça? Non, mais je suis d'accord avec vous. Je ne comprends pas. Ça me dépasse, moi. Même la façon de s'invectiver à l'Assemblée nationale. Ce député soit encore dans l'hémicycle, c'est une provocation. Mais il est défendu par ses petits copains, notamment Madame Rousseau, qui explique le pauvre, c'est très mal ce qu'il a fait. Il va se faire soigner, ça ira mieux. Est-ce que vous allez même expliquer aux dealers de 14 ans quand c'est un député qui lui achète la drogue? Mais je suis d'accord. C'est mal ce que tu fais. Ben non, regardez. Ouais. Celui qui vote les lois m'achète ma coke. Ouais. Non, mais c'est terrible. Non, mais c'est absolument terrible. Pardon, c'est de l'héroïne. Je suis désolé. Autant pour moi. C'est catastrophique. Allez. C'est une époque de vous savez quoi? Allez, une petite image. Là, le bras d'honneur entamé de Sandrine Rousseau qui donne des leçons de morale. Regardez, voilà, c'était ça donnait ça. Si vous n'avez pas pu le suivre, bah si, le sondage. Voilà, regardez. Voilà. Allez, hop là. Le petit bras d'honneur entamé, bon, elle l'a reconnu, elle s'est excusée. Ouais. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je pense qu'on aura malheureusement l'occasion. Voilà, 98% des gens sont d'accord avec nous. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Cyril Hanouna.